Voici à peu près les territoires connus en Europe au milieu du XVe siècle. Malgré la découverte 500 ans plus tôt d'un bout du nord de l'Amérique par une tribu viking, le continent et les dizaines de millions d'âmes qui le peuplent sont encore inconnus des puissances européennes. Depuis des siècles, l'Europe est principalement tournée vers l'Asie, d'où proviennent entre autres la soie et les épices. Des routes commerciales au départ de la Chine et des Indes orientales font la richesse de ceux qui les contrôlent. En tissant un réseau maritime à travers la mer Méditerranée, les puissantes républiques de Venise et de Gênes gèrent le commerce en Europe. Mais les monarchies de la péninsule ibérique souhaitent s'emparer de ce monopole et se lancent à la recherche de nouvelles routes maritimes. Des navires plus performants sont construits, facilitant les recherches dans l'océan Atlantique. Originaire de la République de Gênes, Christophe Colomb vit à Lisbonne. Il est navigateur depuis son jeune âge et rêve de découvrir une nouvelle route qui mène au Cathay et à Cipango, actuellement la Chine et le Japon. D'après ses calculs, ces territoires sont suffisamment proches pour que la traversée soit réalisable. Il propose son projet au roi portugais qui refuse de le financer car le pays concentre ses recherches vers l'Afrique. Christophe Colomb tente alors sa chance auprès des rois catholiques espagnols. Après quelques hésitations, ceux-ci finissent par accepter de financer l'expédition. Christophe Colomb part en 1492 à la tête de 3 navires et d'un équipage de 90 hommes. Après 70 jours de navigation, l'expédition découvre une île de l'archipel des Bahamas. La première rencontre avec les indigènes est pacifique et cordiale. Persuadé d'avoir rejoint les Indes orientales, Christophe Colomb les surnomme les Indiens. Pendant 3 mois, il voyage d'île en île à la recherche du Cipango. À son retour, il est accueilli en héros. Il y retourne l'année suivante avec cette fois 17 navires pour fonder une colonie permanente sur l'île d'Hispaniola. La Isabella est créée en l'honneur de la reine de Castille. Christophe Colomb en est le gouverneur. Il continue l'exploration des alentours. Afin d'éviter des guerres autour des nouvelles terres découvertes, les rois espagnols et portugais se rencontrent pour se partager le monde. Un méridien est défini, les nouvelles terres découvertes à l'ouest seront espagnoles, celles à l'est seront portugaises. De plus, le pape charge les rois espagnols d'évangéliser les nouveaux territoires. L'Angleterre tente aussi de rejoindre le Cathay via une route plus au nord. Le pays découvre ainsi de nouvelles terres. De son côté, le Portugal réussit finalement avec Vasco de Gama à ouvrir une nouvelle route maritime vers l'Inde. Lors de la seconde expédition, les navires portugais passent plus vers l'ouest pour contourner les courants marins. Ils découvrent ainsi une nouvelle terre située à l'est du méridien de Tordesillas. Des colonies y sont rapidement implantées. En 1506, Christophe Colomb décède sans savoir qu'il a découvert un nouveau continent. C'est Amerigo Vespucci, un autre navigateur qui a voyagé plusieurs fois vers ces terres, qui est le premier à envisager qu'il s'agit là d'un nouveau monde. Le continent est alors baptisé Amérique. Autour de Hispaniola, des explorateurs appelés les conquistadors partent à la découverte et à la conquête de nouvelles terres. Rapidement, la condition des indigènes se dégrade. Les terres sont volées, les peuples sont soumis, et surtout, les maladies importées par les Européens et jusqu'alors inconnues sur ce continent se propagent et ravagent les populations. À Cuba, le conquistador Hernán Cortés entend parler d'une ville appelée Tenochtitlan, où il y aurait beaucoup d'or. Il part alors en expédition à la recherche de cette ville. Arrivé sur la terre ferme, Cortés comprend qu'il est sur le territoire de l'Empire aztèque qui soumet les peuples environnants. Il profite de la situation pour proposer ou imposer de force le ralliement de ces peuples à la couronne d'Espagne. Sa stratégie paye, ils sont guidés par des locaux jusqu'à la capitale où ils reçoivent un accueil cordial. Tout au sud du continent, Ferdinand Magellan, qui cherche à faire le tour du monde, découvre un détroit qui portera son nom et entre dans l'océan Pacifique. L'année suivante, une guerre éclate à Tenochtitlan. Les Espagnols et leurs alliés imposent un siège de 75 jours à la capitale. Une épidémie de variole finit d'épuiser le peuple aztèque qui cède. Cortés entre dans la ville et devient le gouverneur de la Nouvelle-Espagne. Dans les colonies espagnoles se développe la culture de produits locaux jusqu'alors inconnus en Europe, tels que le maïs, la pomme de terre, le tabac ou le cacao. Ces produits, ainsi que l'or et l'argent des conquêtes et des mines, sont exportés vers l'Europe. La colonisation prend aussi une tournure religieuse avec l'arrivée des franciscains. Ceux-ci veulent fonder une église plus pure et baptiser les indigènes. Cortés entame maintenant la conquête du peuple maya, alors que plus au sud, le conquistador Francisco Pizarro entend parler de l'Empire Inca, qui serait très riche. Après quelques expéditions ratées, il y retourne avec une armée en 1531. L'Empire Inca est affaibli par la variole qui a pris les devants. Victime de la maladie, l'empereur est mort quelques années plus tôt, provoquant une guerre de succession. Lors de la rencontre entre Pizarro et le nouvel empereur Atahualpa, ce dernier est fait prisonnier et est exécuté malgré plusieurs tonnes d'or perçues pour sa libération. Des protestants français tentent à leur tour de coloniser des terres du Nouveau Monde. Mais ils échouent à cause des Espagnols et des Portugais qui les chassent, ou à cause du climat et des maladies. Finalement, de plus grands moyens sont mis en œuvre et la Nouvelle-France est fondée pour y développer le commerce de la pêche et des fourrures. Les Anglais et les Néerlandais suivent rapidement et s'installent le long des côtes. Les colonies s'affronteront de nombreuses fois, suivant les guerres qui se déroulent en Europe. Généralement, les Français sont alliés avec des tribus locales, tandis que les Anglais combattent aux côtés des Iroquois. Au milieu du XVIIe siècle, le commerce d'esclaves explose. Les navires européens partent vers l'Afrique chargés de marchandises qu'ils échangent contre des esclaves.
Ceux-ci sont transportés, entassés dans de rudes conditions jusqu'en Amérique où ils sont échangés contre de l'or et des produits locaux. Les esclaves sont alors principalement employés dans les plantations, tandis que les navires retournent en Europe pour revendre les produits américains à prix fort. En 1763, la Nouvelle-France perd la quatrième et dernière guerre intercoloniale. La colonie passe sous contrôle des Britanniques qui cèdent une partie des territoires aux Espagnols en échange de la Floride. La guerre ayant coûté cher au Royaume-Uni, ces colonies doivent en assumer les frais via de nouvelles taxes sur le commerce. En réaction, 13 d'entre elles se rebellent puis proclament leur indépendance. Commence alors une nouvelle guerre qui oppose le Royaume-Uni aux indépendantistes soutenus par la France, l'Espagne et les Provinces unies des Pays-Bas. En 1783, les Britanniques s'inclinent et sont contraints de reconnaître l'indépendance des États-Unis. Les Russes arrivent à leur tour en provenance de l'Ouest. Ils s'installent progressivement sur les territoires côtiers. Alors que l'Espagne se retrouve affaiblie à cause d'une guerre contre la France. Ces colonies tentent de prendre leur distance et proclament leur indépendance. L'Espagne est rapidement contrainte de se retirer et de reconnaître les nouveaux États. Le Texas déclare son indépendance du Mexique. Le nouvel État demande ensuite à être annexé aux États-Unis, ce qui crée des tensions entre les deux pays. Une guerre éclate et tourne rapidement à l'avantage des États-Unis qui s'emparent de la Californie et du Nouveau-Mexique. L'Oregon est ensuite partagé entre les colonies britanniques et les États-Unis, qui, en 1867, achètent l'Alaska aux Russes. Tout au sud, les Mapuches sont les derniers indigènes à avoir résisté aux tentatives de colonisation. Mais cette fois, l'Argentine et le Chili se lancent à la conquête du Sud dans le but d'avoir un accès aux deux océans. Le peuple Mapuche est vaincu, tout le continent est désormais conquis. Salut à tous, les francs-maçons sont-ils à l'origine de la Révolution française? Certains le pensent. Dans tous les cas, il est bon de se poser la question. Pour la réponse, je vais me tourner le plus naturellement possible vers l'un de ses plus illustres représentants, Jacques Rolland. Ceux qui possèdent déjà une partie des propriétés de la nation sont des francs-maçons. Il y a 8 affaires qui vont avoir une importance capitale et qui vont faire le lien entre cette franc-maçonnerie et la Révolution française. Le grand départ, c'est quand même l'insurrection américaine. Ah ouais. Plus de 15 000 personnes se sont rendues aux États-Unis. Ils sont devenus encore plus francs-maçons que lorsqu'ils s'étaient partis. Et les jeunes officiers, les jeunes qui sont allés là-bas, ils étaient tous très jeunes, 22, 23 ans. Ils ont eu un vent de liberté qui leur a soufflé dessus. Et ils se sont révoltés avec les insurgents américains. Ils se sont révoltés contre l'ordre établi. Donc ils sont passés d'une révolution commerciale à si on renversait l'ordre établi.
L'esprit de l'homme n'a point de borne dans ses aberrations. Théophile Gautier. L'aéroport international de Denver, dans le Colorado, aux USA, est le plus grand aéroport des États-Unis. Il a été inauguré en 1995 et sa construction comporte tellement d'irrégularités que beaucoup pensent que cet aéroport est en vérité une couverture pour dissimuler autre chose. Outre le coût initial de 1,7 milliard de dollars passé à 4,8 milliards de dollars une fois le projet terminé, les licenciements abusifs des employés une fois leur travail fait, les centaines de millions de mètres cubes de terre déplacés alimentant les soupçons de grands souterrains, le nombre de kilomètres de fibres optiques employés dépassant celle de toute la côte est des États-Unis, un système d'acheminement de carburant largement surdimensionné et le nombre de blocs de granit importés du monde entier alimentent tout un tas de soupçons. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui intrigue vraiment, ce sont les œuvres d'art, les fresques et les symboles occultes inquiétants gravés dans le sol ou qui constituent toute la déco de cet immense aéroport. Pour commencer, en arrivant, nous sommes accueillis par la statue d'un immense et étrange cheval bleu de l'Apocalypse, de près de 10 mètres de haut, dont les yeux deviennent rouges le soir. C'est impressionnant et ça crée une atmosphère plutôt lugubre. Une fois dans le hall principal, on aperçoit une stèle en granit gravée avec des symboles maçonniques, une référence à une capsule temporelle enterrée sous la pierre et qui doit être ouverte en 2094, ainsi que l'étrange mention aéroport de la Commission du Nouveau Monde. Dans la zone de restitution des bagages, il y a aussi 2 gargouilles dans une valise moderne. Personne n'a l'air de connaître leur raison ou leur signification, c'est assez bizarre. On dirait que ce monstre attendait son heure pour sortir de la valise. Plutôt inquiétant dans un aéroport. Mais ce qui est encore plus terrifiant, ce sont les fresques murales, peintes par Léo Tangoma. Elles sont censées représenter la paix, l'harmonie et la nature. Mais perso, je les trouve plutôt effrayantes. Je ne sais pas ce que l'artiste avait reçu comme directive, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'il avait l'habitude de faire. Sur celle-ci, on peut voir des enfants effrayés, de couleurs de peau différentes, ou morts dans des cercueils, des animaux morts ou conservés dans des boîtes, une ville dévastée dans la brume au fond, une forêt en feu. Quelle horreur! La deuxième fresque représente des enfants du monde avec des armes enveloppées dans leur drapeau national, sous un bel arc-en-ciel. Ils ont l'air de les apporter à un garçon au centre, qui semble être une nouvelle autorité et qui martèle une sorte d'enclume posée sur une statue renversée de soldats portant un masque à gaz. Qu'est-ce que ça veut dire? On voit aussi des drapeaux groupés de pays généralement hostiles entre eux. Cette fresque représente mieux la paix que la première, mais je suis mitigé et elle me laisse un sentiment de malaise. Tout à droite, on aperçoit un enfant effrayé qui regarde à l'opposé. En fait, cette fresque est en 2 parties et la partie manquante est sur un autre point de mur. L'arc-en-ciel semble provenir d'enfants sur des briques qui ont l'air d'être sans vie, comme s'ils avaient été gazés. Au centre se tient un soldat agressif, en masque à gaz avec un fusil d'assaut et un sabre avec lequel il semble tuer une colombe. À gauche, on voit une file interminable de mères portant chacune un bébé mort dans les bras. En bas à droite, on voit une lettre. Et en bas de celle-ci est inscrit que c'est la traduction d'une lettre réellement écrite par un enfant de 14 ans mort dans le camp de concentration d'Auschwitz. Ça pourrait laisser supposer que cette fresque serait une illustration de la souffrance provoquée par la Shoah. Mais pourquoi le soldat au centre semble honoré et puissant? Puis, est-ce un détail laissé au hasard si la forme de cet aéroport vu du ciel forme une croix gammée? Sacrée contradiction, n'est-ce pas? Un aéroport coûte des milliards et tout dans ce genre d'hyperstructure est méticuleusement planifié et cohérent. J'ai du mal à croire que ce genre de choses soit laissé au hasard. Ça semble évident, ils se foutent de notre gueule et ils nous mettent ça sous le nez. Plus c'est gros, plus ça passe. Ils ne se cachent même plus. Cet aéroport est clairement une arche secrète pour accueillir et protéger les francs-maçons et l'élite qui s'y rendront par avion en cas d'apocalypse. Putain, ces enculés pourrissent le monde pour aller ensuite se cacher sous terre comme des rats quand ça tourne au vinaigre. T'as pas envie de tous te les faire? Si tu cherches un couteau, prends-en un dans mon dos. Juste une question. Quoi? Quoi, mon jugement de choc? Toi, le boss de fin du YouTube Game Underground? T'en penses quoi alors? Ça fait longtemps que je ne joue plus. J'ai déjà vu des réalités dépasser la fiction. Il en faut plus pour me choquer. Mais il est vrai que ces fresques sont vraiment violentes et je ne vois pas vraiment de morale ou de message d'espoir dans ces œuvres d'art obscures qui ressemblent à une prophétie d'un monde en déclin. Et que ce soit public, dans le plus grand aéroport des États-Unis où il y a des milliers de familles et d'enfants qui regardent, ça me semble incroyable et glauque. Si vous avez d'autres interprétations, ce serait cool de les partager dans les commentaires, mais restez lucides.